Janvier 1945. La forêt des Ardennes était un paysage de pins gelés et d'acier fracassé, où la température avait chuté à -15 °C. Dans le chaos de la retraite allemande, un convoi médical du 12e hôpital d'évacuation disparut près du village de Oufalise. Parmi les disparus se trouvaient 5 infirmières américaines. Pendant des semaines, leur sort demeura inconnu, jusqu'à ce que la 4e division blindée force les grilles d'un manoir isolé. À l'intérieur, elle ne trouva pas un champ de bataille, mais une scène de dépravation méthodique. Le Sturmbannführer Klaus Richter avait transformé une propriété privée en forteresse, où les lois de la Convention de Genève avaient cessé d'exister. Lorsque le général George S. Patton arriva sur les lieux, il ne vit pas seulement un objectif militaire, il vit une violation fondamentale du code du guerrier. À l'intérieur, ils finirent par retrouver les infirmières. Elles étaient vivantes, mais tenaient à peine debout. Il n'y avait aucun signe de combat ni de résistance. Le silence qui régnait dans la maison montrait clairement que tout avait été fait délibérément. Richter ne les avait pas traitées comme des prisonnières de guerre. Il les avait gardées là pour lui-même. Pendant des semaines, cette maison n'avait pas été un poste de commandement. Elle était devenue un lieu où le pouvoir avait remplacé les règles et où personne n'était venu y mettre fin. Quand Patton entra, il ne parla pas et ne posa aucune question. Il regarda les infirmières, puis l'homme responsable. À cet instant, quelque chose changea. Pour lui, ce n'était plus simplement la guerre. Pour comprendre la scène à laquelle Patton fut confronté, il faut examiner la réalité particulière du 12e hôpital d'évacuation. Ces unités étaient la colonne vertébrale de la survie de la 3e armée, opérant sous des tentes et dans des bâtiments réquisitionnés, à quelques kilomètres seulement du grondement de l'artillerie lourde. La capture de 5 infirmières n'était pas seulement une perte de personnel médical. C'était une attaque dévastatrice contre la boussole morale de chaque soldat américain du secteur. Lorsque Patton entra dans le manoir, l'air à l'intérieur était chargé de l'odeur du tabac coûteux et de la fumée de charbon, contraste brutal et écœurant avec la pourriture gelée et la mort au dehors. Il trouva Richter assis derrière un immense bureau en acajou, maintenant encore la façade d'un officier d'élite raffiné du Troisième Reich. Richter croyait que son grade était son armure absolue. Il cita la Convention de La Haye avec un sourire suffisant, s'attendant à être traité comme un invité d'honneur dans un camp de prisonniers de guerre pour officiers, où il pourrait attendre la fin de la guerre avec des livres volés et du cognac fin. Mais lorsque Patton regarda au-delà de l'officier, il vit les 5 infirmières debout dans la lumière faible et vacillante du couloir. Elles étaient squelettiques. Leurs yeux étaient remplis d'un traumatisme creux et obsédant, qu'aucun rapport militaire ne pourrait jamais saisir pleinement. Richter les avait traitées non comme des captives, mais comme des domestiques destinés à son divertissement personnel, tentant de transformer des officières américaines en trophées de son empire en plein effondrement. Ce n'était pas seulement une violation des règles, c'était une violation systématique de l'âme humaine. Patton, qui portait ses revolvers à crosse d'ivoire comme des symboles sacrés d'une époque révolue de chevalerie, sentit monter en lui une fureur silencieuse, froide et absolument létale. Il comprit qu'une cour martiale ordinaire entraînerait des mois de retard bureaucratique, offrant à Richter une tribune publique pour défendre son prétendu honneur. Patton décida alors, sur le champ, que l'honneur de Richter serait la première chose à mourir dans cette cour belge. Demandez-vous ceci. Si vous aviez été là, debout dans la boue, face au regard vide de ces femmes, auriez-vous attendu un avocat ou auriez-vous exigé justice immédiatement? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Patton ordonna à la police militaire du 503e bataillon de police militaire de traîner Richter dehors, dans la boue grise et glaciale de la cour. Il ne voulait pas que le major creuse des tranchées ou transporte de lourdes fournitures. Il voulait quelque chose de bien plus permanent, quelque chose qui marquerait l'âme de cet homme à jamais. Il ordonna à tout son état-major et aux 5 infirmières secourues de se rassembler en cercle silencieux. Devant ces troupes endurcies par le combat, Patton plongea la main dans son équipement et tendit une paire de lourdes cisailles industrielles à l'infirmière en chef, la lieutenante Mary Sullivan. Il donna un ordre qui glaça le cœur de tous ceux qui étaient présents. Il a essayé de vous dépouiller de votre dignité. Maintenant,
vous allez le dépouiller de son identité. Sous la supervision directe et implacable de Patton, les infirmières reçurent l'ordre de découper méthodiquement les symboles de grade de l'uniforme de Richter pendant qu'il le portait encore. La croix de fer, les runes SS et les pattes d'épaule argentées furent sectionnées une à une et laissées tomber dans la boue gelée de la terre belge. Richter se mit à hurler, invoquant ses droits d'officier en vertu du droit international. Mais Patton se tenait à quelques centimètres seulement de son visage, les yeux pareils à une pierre polie et gelée. Vous avez perdu vos droits de soldat dès l'instant où vous avez traité des officières américaines comme vos servantes personnelles, gronda Patton, sa voix portant le poids de 1000 ans d'histoire militaire. Mais le rituel n'était pas terminé. Patton força ensuite Richter à se mettre à genoux et à creuser de ses mains nues un trou peu profond dans le sol durci par la glace. Il obligea Richter à enterrer ses propres médailles, les symboles mêmes des idéologies génocidaires qui avaient nourri sa cruauté. Ce n'était pas seulement une punition physique, c'était un rituel de destruction psychologique totale. Patton comprit que, pour que ces 5 femmes puissent ne serait-ce que commencer le douloureux processus de guérison, elles devaient voir l'homme qui les avait terrorisées réduit à une figure tremblante, pitoyable et sans nom dans la terre. La décision de Patton d'humilier Richter était aussi froide et stratégique que personnelle. Il comprenait une vérité fondamentale au sujet du corps des officiers nazis. Il fonctionnait avec une monnaie faite de prestige, d'arrogance et de prétendue supériorité génétique. En permettant aux infirmières de démanteler physiquement et symboliquement l'identité militaire de Richter devant ses anciens subordonnés et les civils belges du voisinage, Patton désarmait en réalité le mythe SS dans tout ce secteur. S'il avait suivi le protocole officiel, Richter serait resté un noble prisonnier, conservant son statut et son ego même derrière les barbelés américains. Il aurait tenu sa cour dans un camp de prisonniers de guerre, racontant des histoires sur sa bravoure. Mais Patton choisit de briser l'esprit de cet homme, remplaçant son aura de défi par une puanteur d'échec absolu à laquelle personne ne voulait être associé. Les risques professionnels étaient immenses. Des généraux comme Omar Bradley et Dwight Eisenhower subissaient déjà une pression politique énorme de la part de Washington et de la presse internationale pour garantir que la Troisième Armée respecte strictement la lettre de la loi. Une plainte officielle de la Croix-Rouge internationale au sujet du mauvais traitement systématique d'un officier de haut rang aurait pu parvenir jusqu'au bureau du général Marshall, avec le risque de priver Patton de ses étoiles et de son commandement. Patton savait que ses ennemis au Pentagone attendaient qu'il trébuche, qu'il commette une seule erreur qui leur permettrait de l'écarter pour toujours. Mais Patton fonctionnait sur une fréquence qui court-circuitait la bureaucratie. Dans son journal personnel, il nota « La seule façon de gagner une paix durable avec ces gens est de leur faire craindre les conséquences de leur arrogance plus qu'ils ne craignent la mort elle-même. Un ennemi mort est un souvenir. Un ennemi humilié est une leçon qui préserve la paix pendant des générations. » Cet incident provoqua une onde de choc dans les lignes allemandes en retraite, annonçant une nouvelle réalité terrifiante. Les Américains ne s'intéressaient plus aux règles polies et aristocratiques de la guerre européenne lorsqu'il s'agissait de ceux qui franchissaient la limite fondamentale de la décence humaine. Patton prouva que l'arme la plus puissante de l'arsenal de la Troisième Armée n'était pas le canon de 75 mm d'un char Sherman. C'était la destruction absolue de l'ego nazi. Klaus Richter fut finalement transporté vers un centre pour prisonniers de guerre plus loin à l'arrière, mais il y arriva comme un homme vidé de l'intérieur, sans âme. On l'avait dépouillé de ses étoiles, de ses médailles et du fondement même de son identité devant ceux qu'il jugeait inférieurs. Pour les soldats allemands présents dans le transport, il n'était plus un chef, il était un avertissement. Les archives officielles de l'armée américaine concernant son sort final sont volontairement vagues, le décrivant souvent simplement comme « transféré pour interrogatoire » avant qu'il ne disparaisse entièrement des archives historiques. Certains disent qu'il est mort en captivité, d'autres pensent qu'il a été remis aux autorités locales qui avaient leur propre compte à régler. Quelle qu'ait été sa fin physique, Patton veilla à ce que les détails précis de ce tribunal d'honneur soient effacés des points de presse de 1945. Il comprenait que le public américain n'était pas prêt à voir son général héroïque permettre une justice aussi brute, personnelle et primitive. Cependant, pour les 5 infirmières du 12e hôpital d'évacuation, la leçon fut permanente. Elles reçurent finalement la Bronze Star
pour leur endurance durant leur captivité, mais leur véritable restauration n'eut pas lieu lors d'une cérémonie de remise de médailles dans un quartier général à l'arrière. Elle eut lieu dans cette cour gelée, lorsqu'elles virent leur bourreau s'effondrer dans la boue à leurs pieds. Patton ne remporta pas seulement une bataille tactique ce jour-là. Il définit les frontières morales de l'occupation américaine de l'Allemagne. Il prouva que, même au cœur d'une guerre totale, il existe des crimes si atroces qu'ils exigent une justice que les livres de droit n'ont même pas encore écrite. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Patton pour ses vastes percées blindées à travers la France, ses revolvers à crosse d'ivoire et ses discours hauts en couleurs. Mais derrière la légende d'Old Blood and Guts se trouvait un homme qui comprenait le poids d'une justice personnelle et silencieuse. Il ne s'est pas contenté de libérer 5 femmes. Il veilla à ce que la tache sur la réputation de l'élite SS soit permanente, prouvant que la plus grande arme contre l'arrogance n'est pas une bombe, mais la vérité mise à nu dans la boue. Il enseigna au monde que, si la guerre est un choc d'acier, la véritable victoire réside dans la survie de la dignité humaine face à l'obscurité absolue. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration approfondie de l'une des histoires personnelles les mieux gardées de la Seconde Guerre mondiale. Cette affaire demeure un témoignage de la volonté de fer de George S. Patton et de son refus de tolérer la corruption de l'honneur militaire. Si vous voulez découvrir davantage de vérités jamais racontées et de profils psychologiques issus des champs de bataille de l'histoire, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement et à activer toutes les notifications afin de ne manquer aucune enquête. Laissez un commentaire ci-dessous. Patton était-il un visionnaire de la justice ou un homme devenu ce qu'il haïssait? Votre soutien nous aide à garder ces histoires vivantes et garantit que les leçons du passé ne seront jamais oubliées. Merci d'avoir regardé. C'était Mike. J'apprécie le temps que vous m'avez accordé. À la prochaine vidéo.